Mais n'importe quoi, Rebeu, c'est pas celui-là. Ah ouais. What a lovely day. Oh, tu t'es encore trompé. I am the Night Rider. Je suis le cavalier de la nuit. Là, on est bon. Messieurs, bonjour, je crois que vous avez la pêche et que vous serez bien. Préparez-vous à foncer avec l'Interceptor dans Mad Max, premier du nom. Obligé de te parler de Mad Max parce que la Furiosa qui est à quelques kilomètres de notre rétro et l'épopée Mad Max et Revenez Bois Chronicles étaient obligés de se rencontrer. Car c'est un véritable point de repère, une pierre angulaire, un marqueur de temps, un incontournable de l'histoire du cinéma. Donc quand tu fais partie du YouTube Ciné, t'es obligé d'en parler, mon pote. Enfin, tu fais ce que tu veux. Ma rencontre avec Mad Max a été chaotique parce que moi j'ai commencé par le 3, comme beaucoup de sagas de cette époque. J'étais trop petit, il n'y avait pas la VOD à l'époque, il n'y avait pas encore, j'étais pas au vidéoclub du tout, j'avais pas encore de magnétoscope. Donc j'ai vu les bandes annonces à la télé du 3, j'étais complètement fou parce que c'était déjà un grand film, hein. Tout le monde en parlait, donc ça s'en parlait dans les JT, s'en parlait dans les émissions spécialisées. Et autre chose qui m'a mis la puce à l'oreille, le top 50, mon pote, Marc Toesca, la chanson de Tina Turner est restée tout en haut des charts pendant des semaines, j'arrêtais pas de l'écouter, le clip était magnifique, Tina Turner était vraiment trop belle, j'étais trop amoureux. Et Mel Gibson, il avait un de ses looks de bâtard. J'étais en kiff total. Et quand j'ai vu Mad Max, c'était vraiment plus un film d'aventure qu'un film post-apo. Moi, je n'étais pas du tout au courant de ce que c'est que le post-apo. Je ne savais pas de quoi il parlait. Peut-être, pour moi, c'était juste un film de science-fiction comme les autres, tu vois, avec des extraterrestres, je ne sais pas du tout. Et le look, le style, le désert m'a attiré tout de suite. Et bien sûr, j'ai vu le 3. Et quand je rebine en arrière, quand je retourne beaucoup plus d'années en arrière, où j'ai pris de l'âge. Je pense que là, pareil, je dois avoir 14-15 ans, je connaissais un peu plus le délire. J'étais un peu plus assujetti à la violence. Mais quand tu vois le 1 et le 2 et tu vois le 3, ils sont tellement différents. C'est un truc de fou. On dirait pas du tout les mêmes films, tu vois. On dirait vraiment un spin-off de peut-être Mad Max ou carrément t'aurais pu en faire un autre film dans un autre univers. Tellement ça a plus grand chose à voir. Tellement le 1 et le 2 avaient un propos qui était féroce. Et dans le 3, vraiment, t'as le film d'aventure, vraiment hollywoodien, qui change un petit peu. Mais par rapport au 1, tout était là. C'est vraiment la rencontre avec George Miller, qui est un des meilleurs réalisateurs de l'histoire, puisque je kiffe ce type. Avec toute son équipe, il faut citer aussi le producteur, qui est aussi scénariste, Byron Kennedy, qui avec un tout petit budget, un minimum de décors, ont créé un film de science-fiction sans pareil. Parce qu'en fait, Mad Max, tu vas pas être subjugué par la CGI, comme sur le premier Star Wars. C'est plutôt l'ambiance de malaise qui règne, quoi. Dès les premières images, tu vois que c'est vraiment chelou. Et pareil, pour te mettre dans le contexte science-fiction, contexte futur, c'est très efficace, parce que je te dis, ils n'ont pas de thunes, les gars. Donc tu vois sur les costumes, tu vois sur le design des voitures qui sont jaunes, les voitures de keuf sont jaunes. Tu vois dans les coupes de cheveux, tu vois dans les fringues, tu vois dans ces flics habillés en cuir totalement. En plus, tu penses que les gars, je te dis, le décor, ça se passe dans l'état de Victoria, en Australie. Et tu vois ces keufs en cuir, t'as chaud pour eux, quoi. C'est pas comme Chips où les gars étaient en polo. Là, mon pote, ils sont en train de cramer avec des vestes en cuir. C'est tellement stylé, c'est tellement ouf. Et c'est pareil par rapport à la gueule des bad guys, quoi. Tu vois, ils ont vraiment des têtes complètement fumées, ils ont des têtes éclatées, les coupes de cheveux de toutes les couleurs. Et nous ne sommes pas encore avec le steampunk qu'il y avait dans le deuxième. C'est plutôt des dépravés, un peu des clodos, il y a un peu de tout. Ça sent aussi un peu le hippie, ça sent le new age. Et j'ai bien aimé aussi qu'on nous donne aussi pas mal d'infos par rapport aux radios. À chaque fois qu'on entend les radios des policiers, on a pas mal d'infos. On a pas mal d'infos par rapport à la violence, on est en train de... Il y a encore un état. Tu vois, on est en train... Ce que j'aime bien, c'est qu'on a la frontière, on a la lisière de deux époques. Tu sens que ça peut basculer dans l'apocalypse la plus totale, la plus violente, et tu sens qu'il y a encore une petite bribe de civilisation. Des gens n'ont pas encore lâché l'affaire, et il y a cette radio en fait qui te donne des infos, par rapport à l'interdiction, par exemple, du pillage de carburant. Là, tu sens qu'il y a un problème au niveau de l'essence, il y a une crise au niveau du pétrole, et tu sens que ça bascule. On a une image de l'hôpital, on a une image de sorte de village côtier en fait qui est un peu déserté. Il y a plus grand monde. Au comportement des gens, tu vois, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Il y a quelque chose qui va basculer. C'est vraiment marquant et je l'avais pas vu à l'époque parce que j'ai refoulé tellement d'images. Moi, j'ai vu Mad Max quand j'étais trop jeune et je pense que je comprenais pas. Il y a des choses qui m'échappaient. C'est quand tu vois le commissariat, le hall de la justice, qui fait le lien avec la Justice League. Et George Miller a failli faire la Justice League et ça n'a pas été fait malheureusement. Ça, c'est vraiment l'Arlésienne qui nous manque, quoi. Quand tu vois ce comico qui est complètement laissé à l'abandon, c'est un bordel total, c'est un Capharnaüm, tu te dis qu'en fait, c'est plus vraiment des policiers, t'as l'impression que c'est des miliciens, quoi. En plus, ils sont pas en nombre, hein. Le commissaire est déserté par les hommes et déserté par la femme de ménage, parce qu'il n'y a plus personne qui y passe, il n'y a plus personne qui fait le ménage, c'est le bordel total. Et là, dès la première course-poursuite, quand tu vois que ça rentre dedans, qu'il n'y a plus vraiment de loi, quand tu vois le Night Rider, le cavalier de la nuit, mon gars qui est complètement fou, tu vois, le mec il crie, il est complètement exalté, il chiale, je pense qu'il est en dépression plus. En fait, il n'y a plus vraiment de crainte avec la loi, je pense même pas qu'il craint les flics qui le poursuivent, quoi. Et c'est un véritable Far West, ils sont pas là vraiment pour l'arrêter, je pense pas qu'ils vont le mettre sous les barreaux. Tant pis si le mec il crève sur la route. Et là aussi, tu sens qu'ils ont la suite dans les idées parce que la violence est suggérée.
Je pense que elle est pas si permise que ça pour avoir accès aux salles, pour avoir une grande sortie nationale. Elle est très suggérée, mais comment elle te met mal, quoi. Il y a toujours une symbolique avec les oiseaux, les rapaces, on voit un moment un aigle. Tout n'est pas filmé de face, mais t'entends les petits bruits, t'entends une sonorité à un moment quand il y a une voiture qui passe sur un corps. Et idem, à un moment, il y a une scène de course-poursuite où il y a un jeune couple qui va se faire dépouiller et violer. Et c'est marrant parce qu'on voit pas ce qui se passe, on voit que la fille est très traumatisée. Et à un moment, on voit aussi son petit ami qui court dans un champ. Et tu vois qu'il a la raie de fête complètement rouge. Et tu sens que le régiment de motards s'est fait plaisir avec son rectum, et que tu n'as pas besoin de mettre des mots dessus, tu as besoin d'être verbeux. Tout passe par l'image avec George Miller, et tu le verras après dans sa filmographie. Et là aussi, ce qui m'avait complètement échappé, c'est que c'est un réalisateur d'horreur. À un moment, il y a une scène, je te dis, il y a une économie de décor, donc on est beaucoup sur la route, on est un peu dans le commissariat, et à un moment, on passe en forêt. Et il y a une scène de forêt où ça fait penser à un slasher, et je l'avais pas vu du tout à l'époque. Et tu vois que cette horreur va revenir dans pas mal de ces films, comme je pense à Happy Feet par exemple, où parfois le mec il arrive à te terrifier. Là on est dans un film post-apo plutôt d'action, et cette scène-là fait vraiment flipper. Pareil au niveau du body horror, monsieur était médecin légiste dans sa précédente carrière, avant d'être réalisateur, et il y a des scènes qui se passent dans les hôpitaux, dont une où il y a deux médecins qui dialoguent, et c'est hyper précis. T'as vraiment l'impression d'être avec des médecins qui savent ce qu'ils font, qui connaissent leur boulot, et à un moment quand ils décrivent ce qui s'est passé sur le corps de la victime, c'est impressionnant. Tu sens que le mec est dedans et tu sens qu'il est passionné par les corps qui se déchiquettent. Pas aussi obsessionnel que son collègue Cronenberg, mais tu sens que le mec kiffe. Il y a une vraie filiation avec le cinéma de l'époque des années 70 où c'était vraiment sans pitié. Tu sens que le mec est passé par l'école orange mécanique parce que les gueudins, là, qui sont sur les motos, sont complètement fêlés. Tu sens vraiment la secte. Tu sens que des substances illicites sont passées par l'organisme tellement ils sont fous. Et tellement ils sont sans pitié. Enfin, ils sont sans foi ni loi. Il y a pas, c'est l'anarchie totale. Ils sont là pour se servir par rapport à leurs besoins. Ils en ont rien à foutre, quoi. Et il y a aucune crainte des flics. Donc tu sens que la société va mal. Et dans cette société qui va mal, les flics aussi vont mal. Et le pauvre Max, qui nous est présenté, ce qui est bien, parce que aussi j'avais complètement oublié, c'est que le Max, en fait, il prévient de cette violence. Et je kiffe la présentation de Mad Max, tu vois. C'est vraiment une présentation qui est iconique, qui est charismatique. La présentation du héros. Parce que tu le vois pas tout de suite à l'écran. T'attends 5 bonnes minutes pour le voir. Et c'est tellement bien foutu. Le mec, il est dans sa voiture. Tu vois même pas son visage. Tu sais qu'il est au volant. Il va débarquer. Et c'est tellement stylé, mon pote. Parce que Mad Max, son super pouvoir de héros, parce qu'on parle beaucoup de héros dedans. Il nous faut des héros par rapport à la société, parce que le monde va mal. Et son chef, Fifi, le commissaire proto-gay, parce qu'il fait gay as fuck, tu sens que le Max, mon pote, quand il a un volant dans les mains, c'est une arme absolue. Tu sens qu'il gère, c'est un super pilote. Mais il n'a pas plus de choses que ça à dire. Tu vois, c'est un mec plutôt effacé. Je vois que, par exemple, un mec comme son collègue Jim Goose, il a beaucoup plus de présence à l'écran. Tu sens que le mec, il a beaucoup plus de jovialité. Max, c'est plutôt le bon collègue qui veut une vie simple. Il veut faire son travail, il veut être un bon flic, il veut être un bon mari, un bon papa, avoir sa petite vie de famille, sur cette magnifique maison en bord de mer avec son petit rocking chair en face de la plage où il peut méditer. C'est vraiment le mec très simple, il demande rien, le gars. Mais après, ce que j'ai beaucoup aimé par rapport à cette revision de Mad Max pour faire ses vidéos, c'est que le gars, il exprime son mal-être. On comprend que, en regardant en fait ces voyous, ces loupards qui foutent la merde sur la route, il est en train de basculer, il devient lui aussi extrêmement violent. Il sent la dépression poindre, il sent la colère qui commence à débarquer en lui, et il est en train de prévenir son collègue, mon pote. Il est en train de lui dire, franchement, par rapport à ce qui se passe, il n'y a plus de sens à son travail. La société est tellement devenue violente, en fait, que lui, il se sent complètement désemparé par rapport à son métier de flic, et ils se sont désemparés parce qu'en fait, il est en train de basculer, en fait, comme eux. Il devient une bête. Et il est là aussi pour tout défoncer. Il le sent en lui, et il préfère prendre du recul. J'aime bien, le mec est quand même conscient de ce qui se passe, quoi. Il va démissionner, mais malheureusement, il va être rappelé à l'ordre, parce que la société continue de partir en couille, il va retrouver ses motards, et il va se passer une tragédie qui va complètement le faire basculer. J'aime bien ce basculement entre Maximilien Rokatonski et Mad Max, quoi. C'est tellement bien foutu, c'est tellement bien expliqué, et c'est fait par vraiment la performance XXL de Mel Gibson. Jeune et faible qui était inconnu à l'époque, ce film est un alignement des planètes, quoi. Il n'y a pas de thune, ils vont chercher un acteur inconnu qui va devenir une star internationale. Qui pouvait prédire autant de succès par rapport à cette saga, autant de succès par rapport à Mel Gibson, quoi. Parce que personne ne le connaît, le gars. Personne ne le connaît, le bourg, mais juste son visage, sans dire beaucoup de phrases, sans avoir le gabarit monstrueux qu'il a derrière. Qu'est-ce que c'est fort. Tu vois que le mec est déjà au niveau. Il est déjà au niveau de son langage corporel, il est déjà au niveau de son regard. Et il a une détermination, mon gars, quand il est au volant, comment il est stylé. Et il est tellement bon dans cette quête de vengeance, froide, punitive. Il n'est pas là pour parler, il est là pour les défoncer. C'est pas encore l'apocalypse, il n'est pas autant dans la merde que dans les autres films. Mais quand tu vois ce qu'il se prend aussi, parce qu'il se fait quand même un peu allumer, hein. Et la façon dont il se relève, c'est tellement bien foutu, je kiffe tellement là. Tu vois en train de boiter, le mec, il lui manque un bras, dès qu'il est avec son cuir et son canoncier, c'est tellement fort, accompagné par une magnifique mise en scène et une caméra qui filme la route comme jamais ça a été filmé. Le film est sorti en 1979, tu te rends compte? Les risques qu'ils ont pris à l'époque, c'était tellement avant-gardiste. Ils ont placé des caméramans sur les véhicules, je ne connais pas
la sécurité australienne. Parce que le film était fait en Australie et je pense qu'il n'y avait pas d'énorme américaine pour faire le film. Mais il y a une vitesse, t'as vraiment cette impression de vitesse. Et la caméra est tellement stable, ça tremble pas. Et sur les courses-poursuites, quand ça filme le bitume, un ras du bitume, les risques qu'ils ont pris, c'est vraiment un miracle que personne n'est mort sur ce film. En tout cas, c'est pas répertorié. Parce qu'en fait, il y a des cascades. Tu sens qu'ils ont gardé les scènes de cascades dans le film et qui étaient des accidents. Parce qu'il y a une scène qui m'a vraiment marqué, c'est le motard qui tombe et les roues de la moto vont lui percuter le crâne à l'arrière du crâne. Ça tombe sur son casque. Et je l'ai remis plusieurs fois là, quand j'ai regardé le Blu-ray. C'est impressionnant. Tu sens que le mec, il se la mange pour de vrai. C'est pas un CGI, le truc. Tu sens vraiment que le mec a mangé, il doit avoir un de ses traumatismes crâniens de ouf. Et ils l'ont gardé, quoi. Donc c'était en mode risque maximum. Et les cascadeurs australiens ont un niveau de malade mental. C'est un truc de fou ce qu'ils faisaient pour l'époque, quoi. Et ce Mad Max, quand je te disais que c'était un point de repère par rapport à l'histoire du cinéma, ça a tellement inspiré derrière. Bon, je vais pas toutes les citer, mais juste quelques surlignements au niveau des costumes. Et juste une scène à la fin aussi qui m'a fait beaucoup penser, quand je te parle d'horreur. Mais d'horreur où tu tortures, quand Mad Max attache à la cheville ce putain de bâtard de motard qui a foutu sa mère pendant tout le film, et qui a buté un de ses coéquipiers. C'est tellement galvanisant, mais ça fait tellement froid dans le dos. Et franchement, je pense que ça a même inspiré Saw, parce que Saw, c'est un peu dans le même délire. Tout va exploser, il y a de l'essence de partout, le véhicule va exploser, tu es attaché à ça, la seule façon de te libérer, c'est de découper la cheville. C'est tellement bon, quoi. Tellement fort. Et c'est là aussi qu'il y a vraiment le basculement entre le Max civil, citadin, père de famille, on la brute épaisse qui va devenir derrière, quoi. Parce qu'en fait, c'est un zombie. Le mec est zombifié, il n'y a plus rien à la fin. Et juste quand tu vois ce regard qui filme, c'est la fin du film, quoi. Ce troisième acte est vraiment fantastique. La présentation du basculement de ce qu'était Max, et cette scène aussi dans le parking, on se fait pas parler. Qu'est-ce qu'elle est belle aussi! Qu'est-ce qu'elle est stylée! Juste avec une petite ellipse où tu vois Max qui rentre pour choper la meilleure voiture de l'histoire du cinéma. On va se mettre d'accord. Moi, je kiffe la DeLorean, je kiffe pas mal de caisses. Et puis, et l'Interceptor, comment c'est stylé, quoi. Comment elle est mortelle. Je kifferais la conduire. Et dès qu'il rentre dans le parking, ellipse, boum, et il ressort avec l'Interceptor. Bon, ça fait vraiment du bien. Je te conseille de faire ça. Des films que tu as vus dans ton enfance, de les revoir des années plus tard. Qu'est-ce que ça fait du bien? Parce que ta cinéphile a progressé. Comme tu as progressé par rapport au cinéma et que tu as vu pas mal de films, et franchement, les films, en fait, ils sont imprégnés en toi. Et tu grandis avec eux. Et quand tu revois Mad Max maintenant à l'aune de tous ces films, à l'aune de tous ces films d'action que j'ai vus derrière et tous ces films de maintenant que j'ai vus, par exemple, cette semaine, ce film de 1979 qui n'a pas un radis, mais une tempête à tous ces blockbusters de merde qui passent sur nos écrans. C'est un truc de fou. Terminé sur Mad Max, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as vu Mad Max? Est-ce que tu kiffes cette saga? Comment tu les classes? Est-ce que tu veux que je fasse le deuxième épisode de Mad Max? Parce que pour moi, c'est peut-être le meilleur avec Fury Road. J'ai du mal encore à les classer parce que c'est pas un film que j'ai saigné, c'est un film franchement qui se savoure comme du bon vin. Donc je suis pas en train de le regarder chaque semaine ou chaque mois ou chaque année, mais je vais me faire le 2 et je te ferai une petite vidéo sur le 2. Et on arrivera petit à petit sur Fury Road. Je te garantis pas de faire le 3 parce que je pense que le 3 va être très dur à voir, même si je kiffe Tina, I love you. Dis-moi tout mon service des bois dans un commentaire apocalyptique. Peace and love.